Bonsoir. Lors du dernier numéro des Affaires de la Cité, nous avions eu l'honneur d'être accueillis par le musée Léopold Sédar Senghor. Senghor, le premier président du Sénégal avec son célèbre rêve, l'an 2000, Dakar sera comme Paris. À vous de juger. Un autre rêve, celui d'un Sénégal producteur de pétrole et de gaz, est en train, lui, de devenir une réalité. Du moins, sa réalisation est fonction de la capacité de notre pays à exploiter le gisement de pétrole et de gaz découvert au large de Dakar. Nous avons l'honneur de recevoir le ministre de l'Énergie, image saisissante, la descente de TFM sur la plateforme de forage du pétrole et du gaz. C'était justement en présence de Thierno Alassane Sall. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout mon plaisir. Votre portrait est signé justement Dieynaba Seydouba sur les images de Khadim Cissé. Khadim Cissé, regardons. À première vue, Thierno Alassane Sall a l'air d'un homme plutôt calme, timide, réservé. Cette apparence cache une personnalité complexe, énigmatique. Mais une chose reste constante, Thierno Alassane Sall est un contestataire. Thierno Alassane Sall était le président de la commission revendicative, donc chargé de lutter pour l'amélioration des conditions morales et matérielles d'existence des élèves. C'est quelqu'un qui est capable de fortes convictions. Et bon, le revers de la médaille, c'est que forcément, il est quelque part têtu, entre guillemets, quoi. Il a toujours eu une très, très forte personnalité. Je crois que, bon, chez nous, quand même, c'est un caractère qui revient très souvent. Quand il est venu à la SECNA, il n'a pas mis longtemps. Et il était parmi ceux qui ont pris l'initiative de mettre en place un syndicat pour les cadres. Donc, c'est un guerrier, Alassane Sall. Ça, je peux le lui attester. Son état d'esprit, sa vision des choses, ce n'est pas de la triche. Le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables est à cheval sur ses principes et il les respecte à la lettre partout où il est. Un homme intègre dans sa personnalité. Et enfin, il est un peu chaud. C'est quelqu'un qui est chaud. Il réagit vite. C'est quelqu'un aussi qui n'aime pas trop travailler sous ordre. Il a tenu tête à Farba Senghor quand Farba Senghor a voulu qu'il l'appuie pour que le Sénégal prenne une décision de sortir de la SECNA. C'est pour dire que il est comme ça. Enfin, c'est pas quelqu'un qu'on manipule facilement. Des fois, les gens vous demandent même de tordre un peu la loi pour juste satisfaire leurs besoins. Mais bon, demain, c'est vous qui répondez aussi. Donc je crois que c'est ça qui lui vaut souvent d'être incompris parce qu'il ne badine pas, il ne négocie pas sur des questions de principe. Il a la politique, je ne dirais pas la politique politicienne, comme on dit, mais il a la volonté de gérer les affaires de la cité dans la bonne gouvernance. Thierno Alassane Sall ne connaît pas seulement la contestation et le bras de fer, mais il est aussi un homme réfléchi, posé et doux quand il le faut. Derrière aussi, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui peut... qui a un grand cœur et puis bon, qui est très très sensible à certaines situations. Je l'ai vu dans des situations où vraiment très généreux, qui sait partager, surtout aujourd'hui quand il est engagé politiquement, qui sait donner. Moi, je me dis qu'il s'est donné en son temps, qui s'est donné, je veux dire matériellement, qui sait se donner physiquement. Moi, je ne serais pas capable de ça, non. Thierno Alassane Sall est l'exigence personnifiée, une exigence qu'il s'impose lui-même. Marié et père de famille, le ministre de l'Énergie est un homme qui ne prend pas de gants pour défendre ses idées et convictions, et ce caractère n'a rien à voir avec le taureau qu'il est. Thierno Alassane, un scientifique très poétique, l'écriture, la lecture, c'est sa passion, ce qui explique peut-être son côté romantique et tendre.
Et vous connaissez le principe de cette émission, une émission interactive avec un public qui va prendre la parole tout à l'heure, mais aussi des confrères qui vont me rejoindre sur ce plateau. Thierno Alassane Sall, vous êtes le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. Je retiens une chose dans le portrait de Dieynaba Seydouba. Vous êtes aussi quelqu'un qui lit beaucoup. Votre dernier ouvrage, c'est quoi? Sur le pétrole? Non, sans doute pas. Je vais vous surprendre, mais je suis en train de lire sur le racisme. Un ouvrage sur le racisme écrit il y a peut-être 30-40 ans. Mais à la lumière de ce qui se passe un peu dans le monde, mais on risque de s'éloigner du pétrole, hein, à la lumière de ce qui se passe dans le monde, tant aux États-Unis, en Europe, etc., et en Afrique ici, je pense que c'est des lectures qui peuvent être révélatrices de la vérité profonde du monde et des peuples. Ouais. Un livre sur le pétrole et le gaz vous ferait du bien, non? Avec le bonheur de vivre avec le pétrole, mais aussi la malédiction du pétrole. Le bonheur, le malheur font partie de nos aventures humaines. Il faut savoir faire face à chacune de ces aventures et peut-être les construire. Pour l'instant, le Sénégal, nous avons eu notre lot de difficultés. Les sécheresses, les épidémies, les cataclysmes, la pauvreté, que sais-je encore. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore très dépendants des aléas de la pluviométrie. Et il suffit qu'un malheur soit dans un pays voisin pour que nous nous barricadions un peu pour faire face. Nous avons besoin, pour surmonter ces difficultés, de ressources financières importantes pour pouvoir construire notre pays et l'amener au niveau de développement dont Senghor a rêvé. Vous avez fait allusion tantôt au président Poët. Nous lui devons peut-être, dans une certaine mesure, ce goût pour la culture. Quand nous étions en terminale avec les Doudken Mbaye, qui était au lycée Malick Sy et dont il ne l'a pas dit, mais il était le chanteur de notre troupe théâtrale, et un très grand chanteur. Et je le salue au passage. Il chantait bien et travaillait bien. Il chantait bien, il travaillait bien, d'une intelligence profonde. Mais comme il avait une destinée un peu maraboutique à part, tracée par son histoire familiale, je ne suis pas surpris de le retrouver aujourd'hui là où il est. Et il fait du très bon travail au service de la communauté. Mais, j'allais dire, nous devons à Senghor un peu notre goût pour la culture. Nous avons tous un goût profond de la culture. Mais aussi, je crois que nous devons à l'école sénégalaise nous avoir doté les meilleurs outils intellectuels, techniques, scientifiques pour pouvoir aujourd'hui nous préparer à faire face à l'aventure pétrolière. On le verra tout à l'heure. Votre caractère de guerrier et de réfractaire à l'ordre, comment arrivez-vous à concilier votre fonction de ministre qui exécute des ordres, qui agit sur instruction, et ce caractère de réfractaire à l'ordre? Mais vous savez bien que tout portrait est un instantané. C'est les souvenirs les plus marquants peut-être, mais on évolue au fur et à mesure. Moi, j'ai travaillé dans l'aviation. L'aviation, c'est après peut-être l'armée, le monde le plus structuré. On obéit aux instructions sans sourciller. Donc, par profession, je veux dire que vous n'avez pas à réfléchir quand vous êtes un pilote, vous n'avez pas à réfléchir quand vous êtes un technicien ou un contrôleur. Vous avez des instructions à exécuter, vous les exécutez telles que, bien sûr avec votre compétence, votre etc. Donc, je suis formaté pour respecter des instructions et des consignes, et j'en donne moi-même. Je ne comprendrais pas que je puisse ne pas exécuter. Mais les ordres et les instructions, c'est toujours dans le cadre de règles, de principes, etc. Et c'est dans le cadre de ces principes et de ces règles que toutes les instructions, comme on dit dans l'armée aussi, on n'est pas tenu à exécuter des instructions qui sont manifestement illégales. On peut compter sur vous, sur la transparence de la gouvernance, justement, du pétrole et du gaz, dont notre pays sera bientôt producteur. Mais justement, sans cette transparence et cette bonne gestion, le deuxième volet, c'est-à-dire le malheur du pétrole dont vous parliez tout à l'heure, c'est là d'où il proviendrait. Dire que le pétrole en soi n'est pas bon ou mauvais, c'est la manière dont on est organisé, nous, pour l'utiliser, pour l'exploiter, pour l'orienter vers les meilleurs usages pour le pays. C'est de cette manière que dépend le résultat final. Alors, on va regarder ce reportage. C'est des images exclusives TFM. C'est une descente sur la plateforme de forage du pétrole. C'était avec le ministre de l'Énergie, Pape Faraning Mody Diop, pour le reportage.
Nous sommes à 30 minutes de vol de la capitale. En hélicoptère, nous survolons cet immense bateau au large de l'océan Atlantique à 120 km de Dakar. Le navire explore le pétrole et le gaz sénégalais. Du pétrole brut a été extrait au sol. C'est avec émotion que j'ai touché le pétrole qui vient des entrailles du sol marin sénégalais, du territoire marin sénégalais, et qui pourra servir pour les générations actuelles et futures certainement. Un travail de chaîne avec des experts rompus à la tâche. Ils ont foré le 3e puits pour maximiser le rendement. Après la découverte, il y a une étape qu'on appelle l'évaluation du gisement. Nous sommes dans cette phase-là avec nous sommes au 3e forage après la découverte. Le dernier forage qu'on vient de terminer, qui s'appelait SNI2, a été testé, a produit au moins 8000 barils jour. Un appareil extrêmement performant qui est de la 5e génération, qui a juste servi une seule fois en Angola et qui vient servir ici au Sénégal. Les charges journalières pour disposer de cet appareil me semblent être de l'ordre de 1,2 million de dollars par jour. Et vous avez vu toutes les compétences qui sont réunies sur ce bateau. Les premiers barils seront commercialisés d'ici 5 ans, mais il reste encore des étapes pour y arriver. Il y a Canada, le fait que 2020, nous avons commencé la production. 2021-20. Aujourd'hui, nous venons de perforer ce matin ce puits qu'on appelle SNI3. Nous avons ouvert le puits qui commence à produire petit à petit. Il y a toute une série d'étapes dans les procédures de test que nous allons suivre pour voir le maximum que le puits pourra produire. Le Sénégal se taille la part du lion avec un bon pourcentage. L'État avait signé des contrats avec les compagnies pétrolières. Et dans ces contrats, il y a la participation de Petrosen qui sera, Inch'Allah, de 18% plus la part de l'État. Dans ces contrats que nous signons, en général, dans des gisements marginaux, l'État a au moins 50%. Mais pour des gisements prolifiques, où la production est très élevée, la part de l'État peut aller jusqu'à 80%. Plus de 194 personnes de nationalités différentes sur ce projet. Les Sénégalais sont aussi bien impliqués dans ce processus. Les Sénégalais sont là, Petrosen est là, vous les avez rencontrés, la Marine nationale est présente aux fins à la fois de sécurité et de surveillance. À cette phase actuelle, ce qu'on recherche, c'est les compétences les meilleures pour pouvoir aller vite et pas faire beaucoup d'erreurs, mais aussi gagner du temps. Une plateforme qui a déjà 3 puits de pétrole et de gaz à Sangomar entre Fatick et Dakar. Une découverte qui donne espoir pour se mettre sur les rails de l'émergence. Nous allons donner la parole au public. Cher Diop de la CNTS/FC, vous êtes dans le secteur du pétrole. Vous êtes surpris de voir ces images? Merci. Je voudrais féliciter le peuple sénégalais et le gouvernement des découvertes que nous venons de voir. Vous n'êtes pas surpris? Non, je ne suis pas surpris parce que je suivais de loin le travail qui se faisait avec Petrosen. Au passage, je félicite cette entreprise nationale qui a fait un travail de l'ombre extrêmement important. Je voudrais donc, sur les découvertes, qui consiste pour nous un événement majeur, mais aussi sur cet autre événement, 3 baisses consécutives des produits pétroliers. Ça, c'est un autre volet. Mais sur les découvertes, je n'ai pas la même perception de certains sur ce qu'on appelle la malédiction du pétrole, mais j'en ai. La malédiction, pour moi, est-ce que cette découverte, monsieur le ministre, ne vienne pas anéantir les efforts du peuple sénégalais, les efforts du gouvernement en matière de réflexion et en matière d'options économiques? Parce que le PIC est un plan extrêmement important qui a été conçu en dehors des découvertes pétrolières. Est-ce que la découverte ne vient pas anéantir les efforts d'imagination, les efforts du peuple sénégalais et du gouvernement? Attention donc, je pense que les ressources du pétrole doivent être destinées à bien des choses et bien calculées, et que le peuple sénégalais continue à travailler et à travailler comme il l'a toujours fait pour faire avancer le pays, mais aussi pour imaginer beaucoup de solutions
pour régler les problèmes économiques du pays. Merci, cher. Un autre qui veut prendre la parole? Oui, allez-y, vous vous présentez. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. C'est Abdourahmane Sissoko, secrétaire général du syndicat du pétrole et du gaz. D'abord, comme l'a dit mon prédécesseur cher, félicitations d'abord au gouvernement sénégalais, en particulier au ministère de l'Énergie, au ministre à vous-même et à la direction de Petrosen. Bon, pour moi, peut-être la conception en tant que technicien du pétrole, c'est que bon, nous disons que ça ne fait que ragaillardir notre économie. Puisque je pense que par rapport déjà, moi étant dans la raffinerie, je pense que d'autres pays ont eu la même découverte et ça aussi a baissé leur facture pétrolière. Moi, pour le moment, je pense que ça, mes félicitations se limiteront à cela. Et nous pensons qu'aujourd'hui, l'utilisation de ce pétrole pourra vraiment diminuer notre facture pétrolière, d'autant plus que les pays africains qui ont déjà du pétrole, bon, ont vraiment vu baisser leur facture pétrolière dans leur économie nationale. Ça, c'est un signe de développement. Je vous remercie. Merci, M. Sissoko. Monsieur le ministre. Merci beaucoup et je remercie à la fois M. Sissoko et M. Diop de leur contribution et du travail important qu'ils font dans le secteur. Je voudrais juste dire que le pétrole, c'est des ressources conséquentes. Le PSE a été conçu effectivement avec un cadre, une vision et une route à suivre. Sans tenir compte du pétrole. Sans tenir compte du pétrole, mais avec des ambitions qui ont pour plafond les ressources qu'on peut mobiliser dans le monde. Lesquels plafonds découlent un peu de notre capacité d'endettement, de ce qu'on pourra tirer comme ressources pour payer. Maintenant, imaginons que nous ayons 10, 100, 30, 300 fois plus. Vous voyez cette île de Gorée ou ces plages que vous montrez, ou ces égouts qui sont tracés dans des conditions plus ou moins artisanales que vous voyez. C'est l'image de notre pays actuellement. Et je suis content d'avoir ça en face. C'est notre pays, il n'y a pas de problème. Mais si nous avions des ressources, c'est sur ces plages-là. Nous disposons parmi les plages les plus belles au monde. D'une île qui devrait recevoir des centaines de milliers de visiteurs par an. C'est cette île de Gorée qui gagnerait à être davantage connue dans le monde. Comme un peu les camps de concentration sont connus, comme d'autres endroits historiques sont connus. Nous n'avons pas les ressources pour vendre cela. Pour avoir des temps d'antenne sur toutes les chaînes du monde, pour projeter partout dans le monde l'image de ce pays, pour changer la face de ce pays. Nous avons des rives, des berges de fleuves au nord du pays, au sud du pays. Nous avons les îles du Saloum, pour ne parler que de l'aspect touristique. Et pour ne parler que de l'image du Sénégal. Nous n'avons pas les ressources actuellement, PSE ou pas, de changer cette donne-là. Et dans 10 ans, si vous devrez faire votre studio, peut-être ce sera une autre image du Sénégal, une autre carte du Sénégal. Et c'est heureux que nous soyons conscients au jour d'aujourd'hui que l'or n'est pas, ou les ressources du pétrole, ce n'est pas une baguette magique qui va changer le pays, il y aura certes des difficultés, qu'il y aura des contraintes, que nous avons un effort sur nous-mêmes à faire. C'est heureux que nous le constatons et moyennant ça, moyennant une claire conscience des risques qui peuvent arriver, on peut effectivement en tirer un grand bénéfice et changer la face de ce pays. Pour vous, le pétrole est donc une abondance de biens qui ne va pas nuire le PSE. Vous avez trouvé la formule abondance de biens ne nuit pas. Alors, M. Sissoko a parlé de baisse de la facture pétrolière. C'est vrai, on peut l'espérer, mais c'est dans 5 ans? Dans 5 ans, oui. Je dois rappeler, d'ailleurs, vous avez parlé du jugement de pétrole et de gaz, mais il y a un jugement de pétrole, pour l'instant, à l'arche de Sangomar. Il y a un jugement de gaz vers Saint-Louis, qui est aussi très important, et ces deux découvertes interviennent presque simultanément. C'est des découvertes assez conséquentes, surtout pour le gaz. Il y a d'autres perspectives qui se dessinent dans d'autres blocs, puisque vous savez que le Sénégal est partagé en blocs. Donc, il y a vraiment de l'espoir à entretenir. Maintenant, il y a un temps, comme l'a expliqué dans le reportage le DG de Petrosen, que je salue au passage, il y a un temps pour évaluer les jugements, il y aura un temps pour concevoir les infrastructures d'exploitation et trouver les moyens de financement, puisque les sociétés qui sont là ne sont pas celles qui vont financer, ils vont aller présenter à des banques, et un temps maintenant pour passer à la production. C'est comme un bébé, il y a un temps pour qu'il vienne au monde, etc. Et ça ne prend jamais 2 mois, même si on est pressé. Très bien. Alors, pour le gaz, un chiffre a été avancé, 450 milliards de mètres cubes, mais pour le pétrole, quel est le chiffre précis aujourd'hui?
monsieur le ministre? Je me garderai de donner des chiffres précis parce que les travaux actuellement en cours visent précisément à se fixer sur l'évaluation finale du jugement, savoir quel est le volume disponible. Et à partir de cette évaluation et de la complexité du jugement. C'est vraiment pas un mirage? Non, c'est pas un mirage. Parce que c'est arrivé ailleurs. Attendez. C'est arrivé ailleurs. Oui, mais vous voyez les gens à 100 km en mer, avec un bateau qui est, par parenthèse, je l'ai visité, qui est à la fois un hôtel, un laboratoire, une station de forage, avec des mécanismes extrêmement sophistiqués et un équipage très complet. Qui coûte 1 million de dollars par jour, c'est-à-dire qui paye plus de 800 millions. La facture. Ça, c'est l'association Cairn Petrosen et ConocoPhillips qui paye. Donc, vous voyez les gens qui ont de l'expérience dans ce domaine dépenser des milliards avec les hélicos qui sont présents à Dakar, les hélicoptères et l'équipage qui est là à demeure. Vous voyez ces gens faire tous ces investissements pour rien? C'est parce qu'il y a des raisons probantes. Sinon, ils se seraient arrêtés au stade d'exploration là, et puis ils seraient partis. Parce que sur ces mêmes jugements-là, sur ces mêmes blocs, il y a eu beaucoup de sociétés d'exploration qui sont passées, qui n'ont pas jugé opportun d'aller plus loin et qui sont arrêtées. Maintenant, la technologie aidant, les moyens aidant, la chance aussi aidant, les gens ont trouvé ce qui était au fond de la mer. Mais n'imaginons surtout pas qu'il s'agit de leurre ou de bluff, parce que vous voyez pas. Mais juste une idée de la quantité. Mais justement, c'est pour éviter. Vous voyez, dans certains pays, les gens ont très vite polémiqué ou phosphoré sur le volume du jugement. On sont mis à construire des châteaux en Espagne, et puis à la fin, il y a eu ce qu'il y a eu. Ici, en l'occurrence, nous avons, pendant plusieurs mois, tenu à ne dire que ce qui est probant, ce qu'on peut démontrer. Quand on est allé sur ce bateau, vous avez vu, j'ai recueilli un flacon que je garde jalousement pour la prospérité, ou pour la postérité, c'est ça? Postérité. Et en même temps la prospérité, puisque c'est ça ce à quoi je pense surtout. C'est ça. Donc pour les deux, que je garde jalousement, parce que c'est du pétrole qu'ils venaient d'extraire le jour même. Mais cela ne vous appartient pas. C'est pour les Sénégalais. Non, mais attendez. Je vous en donne un coup comme ça. de vous provoquer un peu. On retourne au public s'il y a quelqu'un qui veut. Oui, Soirée. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Je me présente, c'est Souleymane Soirée. Je suis le secrétaire général du syndicat autonome de travail de l'électricité. Je m'invite un peu au débat sur le pétrole, parce que mes collègues de la SAR, peut-être, n'ont pas posé la question. Moi, j'aimerais surtout savoir, monsieur le ministre, aujourd'hui, on parle de découverte de pétrole. Et la SAR est notre seule usine de raffinage au Sénégal. Est-ce que le Sénégal, actuellement, par rapport, on parle d'horizon 2020-2021, est-ce que par rapport au programme de la modernisation de la SAR, est-ce que le Sénégal est préparé pour que ce pétrole qui est produit au Sénégal puisse être raffiné et les produits dérivés de ce pétrole puissent être profitables pour les Sénégalais? Merci. Merci, Soirée. Oui, là. Bonsoir, monsieur le ministre. C'est François Youf, président de l'Amicale des cadres de la SAR. C'est ça. Donc, je voulais déjà interpeller le ministre sur deux questions. La première, c'est un peu dans la ligne de ce que Soirée disait tout à l'heure. C'est la reprise même de la SAR. Je veux dire, la cession des actions Petrosen à un tiers pour la SAR, sur la SAR. Parce que nous avons connu déjà une opération comme ça, une reprise qui a été un fiasco. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps déjà de lancer un cahier de charge très complet, très clair, et qui va intégrer dans ce cahier de charge le maintien de l'activité raffinage au Sénégal? Parce que nous croyons, et les autorités, les plus hautes autorités de ce pays l'ont décliné, ils tiennent à la SAR, ils tiennent au maintien de l'activité raffinage. Aujourd'hui, avec ces nouvelles découvertes, je crois qu'il faudrait qu'on s'oriente vers un cahier de charge très clair avec un repreneur qui va intégrer la continuité, le maintien de l'activité raffinage.
Et dans ce sens, je crois aussi que les ressources humaines de la SAR devront être consultées, devront être écoutées parce qu'ils connaissent leur entreprise et normalement, ils ont un projet sur lequel le repreneur peut se baser et construire une usine viable, rentable, une raffinerie qui va encore s'étendre dans le temps et dans l'espace. Très bien, merci. Oui, là, juste là. Merci. Moi, je vais juste compléter mon camarade François Diouf. Je m'appelle Mamoudou Makhtar Samb de la SAR. C'était juste pour savoir, par rapport à la nouvelle découverte du pétrole, quel est le schéma arrêté par les autorités de ce pays, à savoir s'ils vont maintenir la SAR, qui est l'unique et la doyenne des raffineries en Afrique, voir son expansion, sa modernisation, comme vient de le dire François, ou bien s'il y a un autre schéma, à savoir créer une autre raffinerie. Et par rapport à ça, en tant que syndicaliste aussi, par rapport à l'avenir des travailleurs de la raffinerie là, par rapport au schéma qui sera arrêté, nous voudrons aussi être un peu informés par rapport à ça. C'est juste ce que je voulais comprendre. Très bien. Monsieur le ministre, Monsieur Samb, Souaré et Diouf d'abord a commencé par Souaré sur sa préoccupation sur la gouvernance du secteur justement du pétrole dans cette perspective d'un Sénégal producteur de l'or noir, comme on dit. Justement, je voudrais saisir l'occasion de leurs différentes questions pour dire 2 ou 3 choses. C'est que d'abord, le gouvernement travaille à dresser une feuille de route en essayant de mettre en utilisant d'abord, en s'inspirant de ce qui s'est passé dans tous les pays où il y a eu du pétrole ou du gaz, mais où les pays n'ont pas tiré le maximum de profit possible de ces ressources-là. Voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans le cadre législatif, réglementaire, etc., l'organisation. Et ensuite, essayer de mettre en synergie toutes les compétences disponibles à ce stade, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, pour pouvoir faire une feuille de route, voir quel écosystème il faut construire pour l'utilisation maximale, optimale de nos ressources. Comme on dit, dans l'upstream, c'est-à-dire dans le secteur amont, l'exploitation du pétrole, l'exploration, donc l'extraction du pétrole, jusqu'à construire les usines d'engrais, etc., qui vont permettre de tirer le maximum, de faire le maximum de valeur ajoutée dans notre pays. Donc nous allons travailler à mettre en place une feuille de route et sous ce rapport-là, toutes les potentialités sénégalaises seront utilisées. Ça, je peux vous le dire. Et on a cette chance donc de n'avoir aucun préjugé. Est-ce qu'il faut une raffinerie de quelle capacité? Sans doute, il faudra une raffinerie a priori. Mais il faudra donc, pour ce qui concerne les raffineries, pour ce qui concerne toute la logistique à mettre en place, les usines à mettre en place, etc., les centrales électriques à mettre en place pour pouvoir utiliser au maximum le gaz, tout cela, on va mettre, comme je dis, tout sur carte et essayer de dresser la meilleure feuille de route possible en utilisant le maximum des compétences sénégalaises. Je voudrais d'ailleurs dire sous ce rapport qu'un gouvernement qui a pu maintenir l'outil SAR dans des conditions difficiles, il faut que, je pense que tout le monde reconnaît, et surtout quand le président de la République, qui est un professionnel du secteur du pétrole, donc quand il est arrivé au pouvoir, mais tout le monde a regagné espoir parce qu'ils se sont dit que ce n'est pas possible que quelqu'un qui est du secteur puisse assister à la dislocation de ce outil. Donc, quand on a pu maintenir ce outil dans des conditions difficiles, ce n'est pas maintenant qu'on va songer à ne pas disposer d'une raffinerie à la taille de nos ressources. Parce que la SAR va survivre à la découverte du pétrole. Elle sera là. Je dis sans embâge. Oui. Parler de la SAR, c'est être restrictif. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il nous faut une raffinerie de 6 millions de tonnes par an? Est-ce qu'il nous en faut une de 10 millions? Est-ce qu'il nous faut faire du Sénégal en même temps qu'un pays de raffinage de pétrole, un pays de stockage? Vous voyez, par exemple, actuellement, le pétrole est au plus bas dans le monde. Et si on avait disposé de capacités de stockage très importantes dans notre pays, nous pourrions stocker pendant un temps, quand les cours remonteront, livrer dans la sous-région ou vendre ailleurs. Est-ce que donc nous avons construit une capacité nationale de stockage très importante avec les ressources dont on va disposer? Est-ce qu'il faudra des raffineries très importantes pour arroser toute la sous-région et pouvoir vendre dans le reste du monde? Parce que n'oublions pas, nous sommes à quelques jours de bateau de l'Europe.
par rapport aux autres pays pétroliers d'Asie, de l'Asie du Sud-Est, etc., qui sont à plusieurs jours, beaucoup plus. Nous sommes à quelques jours de bateau de la côte est américaine. Donc, c'est une vision beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus vaste qu'il nous faut construire. Mais aussi une vision de la réalité. Il y a une préoccupation précise. La SAR sera-t-elle maintenue? Mais ma réponse est dans votre question. La SAR va... Soyez plus précis. La SAR va survivre, mais oui. Si vous voulez qu'on reste un peu sur la SAR, on y va. La SAR, aujourd'hui, ils le savent très bien, doit être modernisée. Et il y a une question sur le rapport de la vente de l'outil de la SAR. Pour une fois, depuis longtemps, la SAR a fait des bénéfices. Donc, ça veut dire que cette année, ils ont fait plus d'1,1 million de tonnes de pétrole raffiné. Donc, brut qui a été raffiné dans leur usine. Par rapport aux années précédentes, ou l'année dernière, je crois qu'on était à moins de 600-700 000 tonnes. Donc, c'est un outil qui est en progression de performance, mais qui doit être modernisé. Et comme c'est un outil privé, là également, il faut préciser le contexte. Aujourd'hui, le gouvernement a des parts dans la SAR. Il y a d'autres privés. Le conseil d'administration se doit, comme dans toute entreprise privée, d'avoir sa feuille de route. Et dans le conseil, il y a le gouvernement qui a son point de vue. Donc, nous n'avons aucun intérêt au jour d'aujourd'hui à faire disparaître la SAR, ni à faire disparaître toute autre structure qui est performante et qui, comme je viens de dire, vient de gagner de l'argent, quelques milliards. Je ne vais pas donner le chiffre, le directeur général va l'annoncer peut-être, ou le conseil d'administration, je ne suis pas l'auditeur, mais quelques milliards ont été gagnés. Donc, une entreprise qui fait de l'argent, il n'y a aucun sens, surtout dans le contexte actuel. Mais je suis en train de vous dire, c'est réducteur de voir que la SAR, parce que la SAR, c'est conçu pour faire 1 million, 200, 500 000 tonnes par année. Nous devons voir beaucoup plus grand. Et c'est maintenant qu'il faut voir, et c'est maintenant qu'il faut se préparer. Parce que si on ne se prépare pas, et que d'autres, sachant que nous avons du pétrole, ou profitant de nos ressources, ou profitant d'un monde qui va toujours devenir plus développé, avoir plus soif de pétrole, puissent faire développer les capacités qu'on doit développer maintenant. Je pense à nos voisins de l'Afrique de l'Ouest, je pense à nos voisins du nord de l'Afrique. Le Maroc, par exemple, est en train, à Tanger, de développer des capacités de stockage importantes. Donc, je suis en train de dire qu'il nous faut changer d'échelle. Parce que quand on a les moyens de changer d'échelle, il faut changer d'échelle, changer de vision. Quid du repreneur après la carence constatée de Bin Laden? Ben Laden est toujours dans le groupe, mais il faut aussi se dire que, quel que soit le repreneur, quand on ne contrôle pas la majorité, il est difficile qu'on investisse de manière à des investissements structurants. Ça n'a pas de sens. Moi, si je ne contrôle pas une part importante d'une entreprise, je ne peux pas investir pour le compte des autres. Donc, l'idée de dire que Ben Laden possède 34% et investir pour moderniser, c'était une chimère. On a été rattrapé par nos propres erreurs. Oui. Donc, là, aujourd'hui, le gouvernement entend poursuivre l'effort de modernisation de la SAR. Je pense qu'ils savent très bien que dans quelques années, il y aura de nouvelles normes qui vont entrer en vigueur et que l'équipe dirigeante actuelle travaille à se mettre à jour par rapport à ces normes, à hausser le niveau, la qualité de l'outil de production pour la mettre à ces normes-là. Et nous sommes sur ce chantier-là, donc nous n'avons aucune volonté, quelle qu'elle soit, de faire disparaître la SAR. Le nom d'un repreneur sénégalais a été avancé, qui serait le seul d'ailleurs à avoir déposé un dossier. Est-ce que vous le confirmez? Oui, il y a eu un repreneur sénégalais qui a déposé un dossier. Le traitement a été fait. Bon, des discussions sont en cours avec ce repreneur-là. Monsieur Baba Diaw, c'est bien lui? Il y a un repreneur sénégalais qui avait effectivement... Vous ne dites pas que c'est faux. Donc c'est lui. Je dis qu'il y a un repreneur sénégalais qui a effectivement déposé. Des discussions sont en cours avec lui pour voir l'issue la meilleure pour tant la SAR que pour le repreneur pour cette affaire. Il a des chances au nom de la préférence nationale? J'ai déjà... par parenthèse, je dois dire sur la préférence nationale que, par exemple pour le secteur du pétrole, je pense que les gens se trompent souvent sur ce qu'est la préférence nationale. Nous, aujourd'hui, on avait des blocs qui sont là pendant des années. Demain, on va nous dire, oui, mais vous avez donné le pétrole à Cairn ou à Cosmos, le gaz, etc. Les blocs sont disponibles, ou étaient disponibles et libres. Mais il fallait des gens qui soient en mesure de mettre leurs milliards, comme on l'a fait depuis plusieurs décennies, et de ne rien trouver, de partir.
Mais ces gens ne sont pas sénégalais. Il n'y a pas encore de Sénégalais qui veuillent mettre des milliards dans la mer, à jeter des milliards dans la mer. Si on ne trouve pas de pétrole, on part. Pourtant, le nom d'un Sénégalais, M. Aliou Sall, jeune frère du président, a été cité. Je termine sur cette idée. Ceux qui ont trouvé, c'est ceux qui ont mis des milliards et qui ont mobilisé des ressources conséquentes, qui ont trouvé. Et dans ces conditions-là, je dois dire aussi sur une question qui nous est souvent opposée. Ils se plient à la loi sénégalaise. Ce n'est pas nous qui nous plions à la loi ou aux ordres ou aux déshydratats de ces entreprises privées. Je préfère dire privées que sénégalais ou pas sénégalais. De ces privés qui ont voulu prendre le risque de venir, qui savent que dans cette zone-là, plusieurs compagnies sont passées sans rien trouver et qui disent que nous, on prend le risque de faire de la prospection. Mais ils se plient aux lois du Sénégal. Ces lois-là, c'est des lois votées par l'Assemblée nationale du Sénégal, sous l'inspiration des techniciens sénégalais, sans même avoir consulté ces privés. Et quand ils arrivent, nous avons des lois que nous avons voulu suffisamment incitatives pour attirer des gens qui prennent le risque, qui savent très bien qu'ils veulent faire des milliards, les jeter au fond de la mer et repartir. Et il faut bien qu'ils y trouvent leur compte. On est dans ce chemin. Le nom du jeune frère du président de la République, Aliou Sall, a été avancé. Dernièrement, le Forum civil en a fait état. Qu'en est-il exactement? Je vais vous dire. Est-ce qu'il y a un délit d'initié? Je vais vous dire. Il y a une association qui s'appelle, où il y a Kern. Enfin, là-bas, on est plutôt sur Cosmos, sur le gaz. Il y a une association où il y a Cosmos, où il y a Petrotin, où il y a Petrosen. Chacune de ces sociétés est constituée suivant les lois et les règles du Sénégal. Elles sont parfaitement en règle avec le Sénégal. Et au moment où ces sociétés prenaient ces blocs-là, elles ne savaient pas que du pétrole ou du gaz s'y trouvait. Nous, moi personnellement, en tant que ministre de l'Énergie, je ne sais pas, je ne cherche pas à savoir. Ce n'est pas parce que je traite avec des sociétés comme je traite avec des sociétés qui nous vendent de l'électricité. Elles sont légalement constituées, elles ont comment on dit, pignon sur rue au Sénégal. Derrière, comment leurs associations, qui sont-ils? À ce stade-là, ce n'est pas une fuite de responsabilité. Je suis en train de dire que quand je contracte avec une société, les associés qui sont en Chine ou au Japon ou au Sénégal, peu m'importe dans la mesure où cette société est en règle. Maintenant, délit d'initié, ça viendrait du fait que quand on signait avec cette société, elle savait pertinemment qu'il y avait du pétrole et que nous avons, ou du gaz et que nous avons bradé nos ressources. Ce qui n'est pas le cas. Quand ces gens venaient, il n'y avait pas de découverte dans cette zone. C'est parce qu'ils ont fait du bon travail qu'ils ont fait des découvertes. Maintenant, ce débat-là, comme d'autres débats, il va polluer encore longtemps notre paysage parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à agiter constamment ce débat. Mais ils ont tout faux. Moi, je préfère ne pas m'attarder sur ce débat. S'ils ont vrai, ils auront des preuves pour les étayer. S'ils ont faux, mais M. Aliou Sall qui est mis en cause va trouver les ressources avec ses avocats et autres pour défendre. Je ne suis pas son avocat, je ne ferai pas son avocat. Je suis le ministre de l'Énergie du Sénégal. Et du développement des énergies renouvelables, c'est cette question qui m'intéresse. Très bien. Dernier retour au public pour parler encore du pétrole. Bon, j'aimerais bien donner la parole à Aminata Dia, à tous ces étudiants avec leurs professeurs qui lèvent la main. Juste derrière, des étudiants de l'IST avec leurs professeurs. Oui, merci pour l'invitation, M. Khan. Moi aussi. Merci pour l'invitation, c'est plutôt une contribution. Donc je dis que le secteur de l'énergie et du pétrole est désormais lié à ces événements qui arrivent, mais la réussite est déterminée par deux facteurs très importants. C'est les efforts dans l'exploration et la politique du Sénégal pour la gestion de ces réserves découvertes ou à découvrir. Et je pense que ce qui est important dans cette gestion, c'est d'optimiser la part de l'État et la valeur retenue sur l'économie nationale. Parce que dans ce secteur-là, les investissements sont lourds, comme le ministre l'a dit, c'est incertain, et c'est très technologique, et aussi à la volatilité.
Aujourd'hui, tout ce qu'on dit est basé sur des paramètres économiques que personne ne maîtrise. Dans 5 ans, il y a des prix qui pourront faire qu'on ne pourra pas exploiter. Donc tous ces aspects font que je pense que du côté de l'État, l'effort de réflexion et de politique doit surtout porter sur la manière d'optimiser la part de l'État, ses revenus. Et surtout d'investir ces revenus-là aussi dans des secteurs porteurs de développement, en particulier la formation qui nous intéresse. Et je pense que cette dynamique va se traduire par le renforcement de filières de formation dans les métiers du pétrole, depuis le niveau technicien jusqu'au niveau ingénieur ou plus. C'est vraiment sur cet aspect que je voudrais avoir l'avis du ministre sur les dispositions qui seront prises pour que, par exemple, aujourd'hui l'IST, qui est une école de géologie, soit renforcée, aussi bien nos universités dans les métiers du pétrole. Merci. Très bien. Et le président de la République est sorti de l'IST, non? Il est géologue et spécial du pétrole. On donnera la parole à monsieur le ministre. Oui, Aminata Dia, qui est alors étudiante et qui vient d'avoir son diplôme d'ingénieur en génie électrique et nucléaire power plant. Aminata Dia. Bonsoir. Moi, je m'éloignerai un peu de la découverte de pétrole parce que j'aimerais pas quand même que ça soit un frein sur notre plan, sur le mix énergétique. Donc, je pense que, en fait, en ce moment-là, on sait que le mix énergétique au Sénégal est principalement basé sur les hydrocarbures. Donc, du coup, la découverte de ce gisement aussi va être peut-être une limitation pour le développement des énergies renouvelables, ce qui, sérieusement, pour nous, partisans des énergies renouvelables, on ne voudrait pas que ce soit un frein. Et pour ça, en tant que ministre des énergies renouvelables aussi, on voudrait savoir, en fait, sur les subventions sur les énergies renouvelables, ce qui promoterait aussi les énergies renouvelables, dans le sens, je sais déjà que les taxes de douane sur les panneaux sont déjà enlevées, mais il y a le rachat de l'énergie qui est réinjecté sur le secteur Sénélec. Donc, vraiment, la promotion des énergies renouvelables, l'utilisation des solaires thermiques au niveau des institutions comme les hôtels, tout ça, quel est votre plan sur ça? Donc, en gros, la planification énergétique du Sénégal à l'état actuel, qu'est-ce que l'on sait? Merci. Aminata Dia. Boubacar Mbodj, conseiller spécial du président qui est également expert en énergie et environnement. Voilà, merci M. Khan. Bonjour à Michel le ministre. Donc moi, je voudrais en fait rebondir sur quelques points. Le premier point étant, suite à la question de M. Diop, sur le PSE et cette découverte d'énergie et de pétrole et de gaz. Au contraire, moi je crois que à la lumière du dernier communiqué du Conseil des ministres, où le président est revenu pour demander à ce que des efforts supplémentaires soient faits pour faire aboutir les projets, au contraire, moi je pense que pour notre économie de manière générale, c'est un bon signal pour les investisseurs, mais aussi pour les acteurs locaux. Et l'énergie étant en fait un point commun à la réussite de tous ces projets, aujourd'hui, cette perspective, au contraire, pérennise le PSE. Par contre, il faudra un peu travailler. Je pense qu'il y a, comme certains l'ont dit, beaucoup de travail à faire, étant entendu que c'est toute l'économie nationale qui va être impactée. L'industrie, le tertiaire, nous allons peut-être sortir définitivement des délestages, sauf peut-être à parler du réseau de Sénélec, l'agriculture également, et la formation, l'ingénierie. Alors il y a aussi un point important, c'est l'environnement, puisque la découverte de ces gisements se trouve dans des zones où les écosystèmes sont très fragiles. Tout à fait. La zone de Saint-Louis avec les parcs que nous avons, mais également vers Sangomar profond. Donc nos ressources halieutiques également. Et je crois que, comme l'a dit M. le ministre, on ne sait pas encore faire ça, mais il faut qu'on s'inspire de ce qui se fait de mieux pour que nous ayons une veille environnementale, prévenir les choses avant que peut-être que des accidents puissent arriver. Puisque à ce niveau, personne n'est à l'abri. Puisque Shell, qui est une vieille compagnie, a connu une des catastrophes les plus gigantesques au monde dans le domaine. Alors, concernant la SAR, je crois que ce que l'on peut dire potentiellement, c'est que c'est aussi une bonne nouvelle pour la SAR. À la limite, il y aura une diversification, notamment vers le GNL, mais dans ce cas-là, je crois que les gens que nous avons dans ces métiers-là, c'est les gens de la SAR. Ce sont eux qui vont se redéployer, dans le pire des cas. S'il y a de nouvelles unités, c'est les gens de la SAR qui, connaissant le métier, vont évidemment gérer ça. Je crois que ça, c'est des points qui sont importants. Et je voudrais enfin parler d'un certain point, des réformes institutionnelles, non pas pour amener ces débats ici, entre techniciens,
de l'énergie, mais plutôt pour dire que la disposition numéro 4, qui a trait aux ressources naturelles, est une disposition justement extrêmement importante. Et c'est là où il faut peut-être un peu appeler, au-delà même de oui ou non de mandat, l'importance de discuter certaines questions. Puisque justement la question du partage des ressources et la destination des ressources du pétrole, c'est ça que ça pose. La question des ressources naturelles de notre pays. Et je crois que c'est un point qui est important, qui mériterait des discussions approfondies. On est bien d'accord. Il faudra publier le texte et peut-être même faire les discussions en langue nationale. Voilà, tout à fait. De toute façon, n'oublions jamais que la grande majorité de prendre des initiatives pour réunir en français, un certain nombre de juristes qui sont spécialistes de la question pour approfondir et montrer la véritable dimension de la chose. Puisque les ressources halieutiques, la terre, le pétrole et tout ce que notre pays comporte, on doit trouver une voie pour que, comme on dit, la malédiction du pétrole ne tombe pas sur nous, et c'est en faisant ces prévisions qu'on pourrait le faire. Merci. Donc, je voudrais encore une fois remercier le ministre. Je crois qu'il nous faut aujourd'hui beaucoup de veille stratégique au plan économique, au plan industriel, pour pouvoir donc tout de suite. Je le dis parce que si on prend l'exemple de l'Afrique de l'Est, il y a eu le boom gazier, mais beaucoup de pays n'ont pas pu jusqu'à présent sortir le premier mètre cube à cause de problèmes connexes. Très bien. Merci Boubacar Mbodj. Monsieur le ministre, a commencé d'abord par l'IST qui a une préoccupation. D'abord, optimiser les parts de l'État. Quelle est la part de l'État dans cette affaire de pétrole, mais aussi le volet formation qui a été posé. Aminata Dia qui pose la problématique des énergies renouvelables. Et puis Boubacar Mbodj sur la veille stratégique. Mais vous avez été très inspiré, si je peux me permettre un jugement, d'inviter l'IST. Et je crois qu'il faut féliciter cette école pour la qualité de sa formation et pour la contribution qu'elle a de ce fait réalisée dans le secteur du pétrole au Sénégal. Nous avons insisté dès le départ, et je pense que lors de toutes les rencontres que nous avons eues, même avec le président de la République, sur ces questions de pétrole, c'est la formation d'abord et la préparation de nos ressources humaines pour pouvoir saisir l'opportunité qui nous est faite. Le Sénégal n'offrira jamais suffisamment d'emplois et ne tirera jamais tous les bénéfices possibles de ces ressources si nous n'avons pas les ressources qualifiées pour toute la panoplie, tout le spectre d'emplois qui est potentiel. Par exemple, quand on a vu la plateforme qui est en haute mer, vous avez vu tout de suite, c'est des hélicos qui nous ont amenés. Les privés sénégalais doivent se préparer à peut-être avoir les capacités de transport vers ces plateformes parce qu'il y aura beaucoup de rotations par jour. On ne peut pas imaginer toute la gamme de possibilités. Il faut former les gens et c'est maintenant. Et c'est pourquoi je suis content. Et que l'État accompagne tout ça. Mais bien sûr. Vous êtes issu du secteur des transports aériens. Regardez ce qu'est devenu Sénégal Airlines. Ces compagnies privées qui sont là, qui ont du mal à exister. Vous m'inviterez, on fera une émission sur... Oui, là, c'est mon sujet de prédilection. Oui, parce que vous interpellez le secteur privé, mais aussi il faut que l'État assume et s'assume aussi. Si vous aviez attendu TFM, l'État pour exister, d'abord, vous n'auriez jamais existé de la manière dont vous existez. L'État a libéralisé. Non, mais je vais vous dire. D'où l'existence de TFM. Je ne sais pas la peine d'aller en l'air. Restons sur terre. Ce n'est pas un dialogue entre nous, mais allez-y. Si on avait attendu l'État, vous n'auriez jamais existé sous la forme dans laquelle, avec la liberté et le truc, ce qui fait qu'aujourd'hui... L'État nous a quand même bloqués pendant des années, juste une licence. Mais nous avons plaisir à venir ici débattre avec vous en toute transparence, tout en sachant que nous serons accueillis avec objectivité. Très bien. Mais l'État a beaucoup fait dans ce domaine, comme dans d'autres. Mais la vocation dans tous les pays, y compris les pays les plus riches au monde, ce n'est pas que l'État couvre le privé depuis la base jusqu'au... Il crée les cadres, il crée les conditions, il met en place les financements, les formations, oui, ça. Et même dans la formation, il y a des privés qui s'investissent. Et après, chacun essaie de saisir au maximum les opportunités qui sont fortes. C'est ça le capitalisme, l'économie de marché, c'est ça l'initiative privée. Bon, pour revenir donc sur le secteur, oui, l'État dressera une feuille de route, comme j'ai essayé de dire, fera en sorte que des usines d'engrais puissent naître, des usines de colorants puissent naître, fera en sorte que le système bancaire accompagne, fera en sorte qu'on comprenne exactement vers où on veut aller. Mais il faudra les initiatives privées. Pour les énergies renouvelables. Oui, la part de l'État avant de la part de l'État. Et surtout la nécessité de l'optimiser. Je dis encore une fois que les lois et règlements qui guident combien l'État aura dans ce secteur ne sont dictés ni par
des firmes américaines, ni par des firmes belges, ni par des firmes sud-africaines. C'est les Sénégalais qui ont, sur des feuilles blanches, pris leur plume pour écrire de A à Z les règles. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons estimé que il faut que ce soit compris, hein, les règles qui dictent le partage, ce sont des règles qui découlent des lois sur le pétrole qui existent au Sénégal, des décrets, et des décrets qui guident les conditions d'installation, d'arrivée de... Ce n'est pas autre chose. Monsieur le DG de Petrosen est là à parler de 50 à 80%. J'arrive, oui, effectivement, parce que le directeur de l'IST a parlé de risques, et d'incertitudes et d'investissements massifs. Comment voulez-vous que quelqu'un vienne investir avec le risque, l'incertitude, mobiliser d'énormes ressources, si a priori il n'y gagne rien? Ce qu'il gagne, c'est d'abord recouvrer les ressources qui ont été investies, c'est rémunérer le risque important qu'il a pris, c'est après partager les éventuels bénéfices. Donc on a dit, pour pouvoir recouvrer, je schématise pour qu'on comprenne, parce que les volumes sont importants, mais comment ça s'est structuré, c'est aussi important. On dit, de telle quantité de pétrole ou de gaz découvert, jusqu'à telle autre quantité tirée, ça couvre une partie de leurs investissements, ça les rémunère, l'État prend une partie. Et comme il l'a dit en français sophistiqué, quand c'est prolifique, ça veut dire que quand c'est suffisamment important, l'État aura une part beaucoup plus importante parce que les investisseurs privés auront rémunéré ou en tout cas recouvert leurs coûts investis plus rapidement. Donc, pour résumer sur cette question, nous avons écrit librement des lois que nous pensons suffisamment attractives pour faire venir les investisseurs privés, mais suffisamment équilibrées pour rémunérer à sa juste valeur l'État. C'est un problème de dosage. Les fourchettes qu'il est en train de dire, c'est des fourchettes qui varient selon la taille, le volume, la qualité du jugement. Si c'est, je schématise, 1000 mètres cubes et que ça rémunère que 80% des investissements faits, ben nous aurons 20%. Mais si c'est 10 000 et que ça rémunère, avec 1000, ils ont déjà recouvré tout, ben nous aurons de façon un peu plus importante. C'est schématiquement comme ça que ça fonctionne. Très bien. On viendra tout à l'heure à la question relative aux énergies renouvelables, mais aussi à la veille stratégique. Mais j'aimerais quand même un peu que nous suivions ces reportages qui restent un peu à diffuser. En attendant le pétrole et le gaz, parlons d'électricité. Les coupures de courant ont diminué de l'avis de nombreux Sénégalais qui confirment ainsi les responsables de la Sénélec. Mais puisque c'est l'électricité qui n'arrive pas à l'heure, à l'image du train qui nous intéresse, l'axe est rendu au quartier de Sud-Foire Escaturbam, ici à Dakar, un sujet de Maïmouna Ndiaye à Alioune Diagne. Ils sont tous assis devant leur lieu de travail. Il est 11h30. Dans cet atelier, les soudeurs métalliques n'ont pas le choix en cette matinée. Un arrêt de travail obligatoire. Les coupures d'électricité sont passées par là. Vous pouvez le constater vous-même. Nous n'avons pas d'électricité depuis ce matin. C'est très fréquent dans notre quartier. C'est infernal. Le gouvernement doit trouver une solution à cette situation. À Sud-Foire, ce poste de courant est à l'origine des dysfonctionnements notés selon ces ouvriers. Conséquence, ils ne respectent plus les délais. Nous ne pouvons plus respecter les délais. Ce n'est pas de notre faute certes, mais les clients nous manquent de respect à cause de ce retard dans la livraison. À Scat Urbam, même constat. Nous sommes toujours obligés d'éteindre nos disjoncteurs. Sinon, nos appareils seront endommagés. C'est très risqué de ne pas éteindre les machines. La solution pour ces populations, améliorer la distribution de l'électricité. Nous arrivons à peine à nous en sortir. C'est tout le temps des problèmes avec nos clients. Nous prions vivement que les autorités trouvent une solution à ce problème.
Avec ça, ça ne peut pas continuer. Il y a trop de coupures et en plus les factures viennent, on dirait que ça augmente encore. En plus de souhaiter une solution à ces coupures d'électricité, les habitants de Sud-Foire et de Scat Urbam veulent également une nouvelle politique d'éclairage public. Actuellement, il y a beaucoup d'avancées, mais je vois que je parlais tout à l'heure de décentralisation, parce que l'État il a mis tous ses moyens au niveau de Dakar, comme si, supposons, c'est Dakar seulement qui est le Sénégal. Alors que là où j'habite, supposons là où j'habite à Bambey, dans mon village natal, Ngoch, l'État a mis les moyens. Il nous a mis des panneaux avec des fils, mais jusqu'à présent, le courant n'a pas encore marché. Il n'y a pas de courant. Sur 42 villages dans la commune de Ngogom, il n'y a que 3 villages qui sont électrifiés. La politique qu'on avait entamée, c'est-à-dire l'énergie mixte, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie avec le charbon. Le gouvernement avait entamé ça et ils sont sur la bonne voie. Maintenant, il faut bien continuer pour que le prix du courant s'abaisse. Il y a eu là quelques temps, là, je peux dire depuis 2 semaines, pas mal de coupures quand même dans le quartier. Je ne vois pas pourquoi le prix du pétrole il baisse et on n'a pas d'électricité. C'est un peu... on va voir ça. Monsieur le ministre, les Sénégalais qui posent leurs problèmes en des termes très simples, réponse? La réponse, c'est que vous l'avez dit, il y a une amélioration nette de la disponibilité de l'électricité. Maintenant, il y a des quartiers où, et c'est heureux qu'on puisse voir certains exemples, où le réseau de câbles peut présenter des défauts qui font que ce quartier est plus vulnérable. Parfois, Sénélec n'est pas au courant. C'est pourquoi on a un numéro vert où on demande aux usagers d'appeler pour signaler leurs problèmes. Si c'est un défaut de câble, si c'est un défaut, parfois ce n'est pas vu. C'est assez long à expliquer ici. Donc j'invite toutes les populations de Dakar particulièrement et certaines zones, quand il y a ces situations, de les signaler pour qu'on vienne. Mais ce qui est constant, c'est que sur l'ensemble du pays, d'aujourd'hui, on a moins de problèmes de production, c'est-à-dire de disponibilité de l'énergie. On a rarement des pannes dues à des délestages, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à produire suffisamment et on coupe des zones entières. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si des situations comme celles qui sont décrites dans le reportage existent, c'est d'ailleurs Sénélec qui perd de l'argent, parce que c'est ce qu'on appelle typiquement l'énergie non distribuée, qu'on ne vend pas à des clients potentiels. Donc tout ça, c'est bien sûr la faute au secteur de l'énergie, et nous présentons nos excuses aux populations qui ont des désagréments dans leurs activités professionnelles ou autres fautes d'existence d'électricité. Mais de tête comme ça, je vous dis, de 2011, on avait 900 heures de coupure, plus de 900 heures. En 2015, on a eu 10% à peu près de ce volume, moins de 90 heures. Alors, ça veut dire que des efforts assez importants ont été faits sur la disponibilité. Et vous aurez peu entendu pendant cette période-là les tailleurs des marchés, surtout la Tabaski, qui avait coïncidé quand même avec une période de forte canicule, et en même temps de l'hivernage, où donc tous nos réseaux sont sous la tension et les contraintes maximales, chaleur, vent, humidité, etc. Et pourtant, je crois que les tailleurs des marchés peuvent le confirmer, vous-même vous pouvez le confirmer. Je ne vais pas revenir sur la vanne que je vous avais envoyée le jour du 31, oui. Mais vous pouvez tous confirmer qu'il y a eu quand même une nette amélioration, mais c'est heureux qu'on puisse nous signaler les trains qui arrivent en retard, et on se fera le plaisir de parler aux aiguilleurs et autres pour que les trains arrivent. Très bien. Alors, on reviendra sur l'électricité tout à l'heure, mais je vous permets quand même de répondre aux questions qui restaient sur le secteur pétrolier, les énergies renouvelables. Est-ce que la découverte du pétrole ne va pas être un frein, justement, par rapport au développement des énergies renouvelables, mais aussi la veille stratégique telle qu'elle a été posée par M. Mbouy, très rapidement? Mais c'est très possible, parce qu'il y a une certaine facilité qu'on peut avoir quand on a le pétrole à faire le plus simple. Mais je pense que nous avons déjà identifié, nous, comment
investir dans le secteur du solaire. Dans une semaine ou deux, il y a une centrale qui va être lancée dans la commune de Mewan, à Sanchour-Mekhe. Et il y a d'autres centrales solaires qui sont en vue. Très prochainement, dans les très prochains mois, les poses de première pierre vont intervenir. Au-delà, on a un projet important qui peut nous amener jusqu'à 200 mégas. Ce que Mademoiselle Dia a dit sur l'incitation pour installer à domicile le solaire et pouvoir vendre sur Senelec, nous sommes en train de travailler dessus. Nous avons tenu d'importantes réunions ces derniers jours là-dessus. Il est vrai que quand moi je suis arrivé, mea culpa, je me suis plus focalisé sur les questions d'électricité, production d'électricité avec le directeur général, et on a résolu pas mal de problèmes sous ce rapport d'hydrocarbures. Là, j'ai un peu plus de temps pour l'économie d'énergie, pour les énergies renouvelables. On va y travailler d'arrache-pied et je pense qu'on va aboutir dans les prochaines dates là. Mais vers le 4 mars, la centrale de 20 MW va être lancée solaire. Je vous donne, et si vous voulez nous accompagner, on sera fait le plaisir de vous y inviter. Le mix énergétique aussi, parce que ça oui, aussi. Quelle est la part aujourd'hui du mix énergétique? Aujourd'hui, on est pour l'essentiel dans le thermique et un peu dans l'hydro. On a à peu près 5%, 5% d'hydro. Solaire, c'est vraiment des usages domestiques. Notre objectif, c'est atteindre 20 à 30% de renouvelables, mais essentiellement solaire et éolienne. Et c'est pour ça qu'on a une centrale éolienne qui va être lancée bientôt. Normalement, les premiers 50 mégas doivent être disponibles fin 2017. C'est pourquoi aussi on n'abandonnera jamais le soleil, parce que le problème est que les ressources fossiles sont des ressources dont le volume et la quantité est limitée, qui vont être épuisées. On continue quand même à construire des centrales à charbon, c'est ça le paradoxe. Oui, alors sur les centrales à charbon, mais vous savez, toute la difficulté c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on n'envisageait pas de trouver du pétrole. On cherchait, mais on ne savait pas quand on le découvrait. Est-ce que ça allait être dans 10 ans? Et pendant ce temps, il fallait quand même penser à l'avenir et préparer l'avenir en construisant les centrales qui sont les moins onéreuses, qui nous mettent plus à l'abri des fluctuations des cours du pétrole. C'est pourquoi on avait planifié des centrales charbon. Nous envisageons d'ailleurs de réduire tant leur nombre que le volume. Et nous orienter davantage vers le gaz et vers les renouvelables, donc l'hydroélectricité, l'éolienne, le solaire. Certains disent d'ailleurs s'il y a une bonne nouvelle par rapport à cette découverte, c'est vraiment le gaz plutôt que le pétrole. Vous partagez ce sentiment? Bon, le plus important, c'est qu'il y ait des volumes. Moi, j'aurais bien aimé avoir 100 fois plus que ce qu'on a annoncé dans le pétrole, par exemple. Parce que au jour d'aujourd'hui... 100 fois plus? J'aurais aimé. Combien on a annoncé alors? On n'a encore rien. Parce qu'on a l'impression que le gouvernement recule un peu. Il y a eu quand même un premier chiffre à l'époque. On a parlé de 250 millions de barils et autres. J'ai l'impression que le gouvernement est resté prudent là depuis quelque temps. Mais je dis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, et je répète, vraiment cette question, c'est la plus grande transparence qu'on peut faire là-dessus. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de chiffre exact et précis. Une fourchette. Dans ma tête à moi, il n'y a aucun chiffre particulier. Et je vous regarde les yeux dans les yeux et regarde les Sénégalais les yeux dans les yeux. Surtout eux, oui. Je dis que dans ma tête, au moment où vous me posez la question, il n'y a aucun chiffre en particulier. Très bien. Caché ou non caché. Moi, je suis ingénieur de formation. Je crois à ce que je peux toucher. J'ai vu les gens travailler en mer, ils sont en train de faire des évaluations. Vous avez vu des salles d'ordinateurs sophistiquées et des gens qui envoient en temps réel aussi bien à Petrosen qu'à Édimbourg ou Ekern qu'aux États-Unis où se trouve ConocoPhillips pour pouvoir, toutes les parties à temps réel, participer aux évaluations. Et quand on aura fini les évaluations, Monsieur le Président de la République annoncera aux Sénégalais ce qu'il en est exactement. Très bien. Pour l'instant, vraiment pas de cachotterie. On ne fait pas dans la cachotterie, mais il faut aussi être juste. Oui.
downplay l'affaire. Très bien. La dimension veille stratégique, mais surtout les menaces pour l'environnement, M. Mbouid l'a relevé, parce que ça peut être une menace pour aussi l'écosystème, hein, cette histoire de pétrole, nos ressources halieutiques. Comment vous percevez cela? Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les grandes sociétés, pour leur propre réputation, sont obligées d'avoir les normes environnementales et les pratiques conformes les plus au top. Ce que j'ai vu sur la plateforme là, effectivement, quand vous venez, ils vous font un briefing, vos reporters pourraient montrer cette séquence plus tard. C'est assez intéressant, je trouve, pour que les Sénégalais comprennent comment ça marche. Les considérations d'ordre environnemental et de sécurité sont au top. Surtout que Greenpeace veille. Hein? Surtout que tout le monde veille, que les Sénégalais même veillent. Ouais. Et donc, au jour d'aujourd'hui, si une compagnie pétrolière est mal notée du point de vue environnemental, elle aura même des difficultés à trouver les financements. C'est aussi simple que ça, parce que derrière, il y a les gens qui vont porter plainte, les assurances qui vont jouer, les banques qui vont... Donc, le projet qui peut être menacé. Au-delà de nous-mêmes, de notre contrôle, il y a les contrôles de la communauté internationale. Et je pense que ce que j'ai vu me rassure, mais en même temps, nous allons au fur et à mesure développer nos capacités. Et c'est là où je dis qu'il y a beaucoup de métiers sur lesquels on doit être formé. Des gens qui sont capables de les surveiller. Nous devons aussi mettre à niveau notre système de régulation, de contrôle, pour aller voir en mer qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont en train de le faire, etc. Donc nous avons beaucoup de métiers. Des métiers parce qu'il y aura des emplois. Bien sûr. Plusieurs milliers d'emplois, non? On espère à tout le moins, on parlait de centaines peut-être, si véritablement on développe l'ensemble des métiers qui peuvent naître de l'industrie pétrolière. Nous ne devrons pas nous contenter simplement d'être des producteurs de pétrole. Nous devrons avoir des raffineries, nous devons avoir des usines d'engrais, nous devons avoir des compagnies de transport, nous devons avoir des banques, des cabinets d'avocats, des juristes. Il y a plein de métiers qui peuvent dériver. Mais au-delà, encore une fois, je pense qu'on perçoit l'industrie dans sa restriction d'industrie pétrolière. C'est les ressources qu'on peut avoir. Moi, j'ai été, il y a quelques jours, dans le nord du pays. Vous allez de Saint-Louis à l'île Amorphile, et peu de Sénégalais comprennent que c'est vraiment une île qui est au nord du pays. Vous avez de très belles berges du fleuve. Vous connaissez la zone. Si vous voyez la Casamance et les Bolongues que vous voyez, c'est de très beaux paysages. Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas connu par le monde? Pourquoi les Sénégalais n'en profitent pas? Pourquoi le tourisme n'atteint pas 5 millions, 10 millions de touristes possibles? C'est parce que nous n'avons pas les ressources. Quand vous avez vu, il y a en 1971, Abu Dhabi ou Dubaï, c'était moins grand que Dakar. Moins grand que Dakar de 1960 ou de 1971. Aujourd'hui, vous avez vu les gratte-ciel, etc. C'est parce qu'ils sont passés à une autre échelle. L'échelle à laquelle nous devons aller, si nous avons la vision qu'il faut de changer la face du pays, parce que nous avons une bonne position géographique. Nous sommes qu'à 8 heures d'avion, tenez-vous bien, de Washington ou de New York, à 5 heures de Paris ou à 7 heures de Bonn, ou 6 heures de Bonn, à 9 heures de Dubaï. Nous sommes pratiquement, du point de vue du transport aérien, au centre du monde. Et nous sommes un pays, comme je l'ai dit, vous avez l'île de Gorée derrière vous. Nous sommes un pays qui aurait gagné à montrer des choses qu'il a. Très Mais bien. nous n'avons pas les ressources. Représentez-vous Dubaï et vous verrez le Sénégal de demain. Promesse de monsieur le ministre. Ça, c'est Senghor qui disait en 60 comme Paris. Moi, je ne dis pas comme Dubaï, nous pouvons faire mieux. Très bien. Adama Ndiaye, notre confrère de Intelligence Magazine. Oui. Il est juste là, voilà. Et puis, Cheikh, vous voulez reprendre la parole? Très bien, d'accord. Adama? Oui. D'abord, merci Mamoudou pour cette invitation. Monsieur le ministre, je vous ai vu souvent sourire à l'évocation du mot malédiction, mais quand même, il y a des précédents en Afrique, notamment au Biafra, en Angola. Qu'est-ce qui pourrait faire du Sénégal une exception face à cette malédiction africaine de la richesse des sous-sols? Qu'est-ce qui pourrait nous prémunir de ça, concrètement? Très bien. Merci Adama. Juste derrière vous, Cheikh, et puis Soirée. Oui. Merci Mamoudou. Je suis quand même resté sur ma faim concernant l'appel d'offres qui a été lancé pour la reprise de la SAR, les parts de Petrosen. Un premier appel d'offres a été lancé. Il y a eu 9 prétendants que je cherche qui ont retiré le cahier de charges, mais il y a un seul qui a répondu. Et vous n'avez pas à juger. Nous n'avons pas compris. Or, nous soupçonnons que le lobby continue. Le lobby qui veut fermer la SAR continue toujours. Et ils veulent saboter l'appel d'offres. De par cet acte,
Ils veulent prouver que la SAR ne vaut absolument rien. Le combat que nous avons toujours mené, c'est d'éviter à notre pays d'être exportateur de brut et importateur de produits finis. Il faut qu'on se batte pour que la raffinerie soit remise entre de bonnes mains et d'autres raffineries, si possible, puissent voir le jour pour que le Sénégal soit véritablement un pays producteur de pétrole. Pourquoi ne pas adjuger pour le seul répondant qu'il y a? Parce que si on relance l'appel d'offres, il y a énormément de risques. On risque de confirmer le message qui vient d'être lancé par certains. L'autre aspect que je veux aborder, parce que c'est nouveau au Sénégal, qu'on ait connu 3 baisses de produits pétroliers successifs en peu de moins de 3 mois. Aujourd'hui, les produits que consomme la Sénélec sont baissés de décembre à février de 23% à 40% sur tous les produits. Les produits industriels aussi ont baissé de l'ordre de 25%. Aujourd'hui, le peuple s'attend à ce que l'électricité suit le même cours, parce qu'aujourd'hui, il y a un impact certain sur la production de l'énergie électrique. Donc, l'électricité doit baisser. Le pain aussi, parce que les boulangers doivent revoir le prix. C'est intéressant ce que vous dites là. Comment? Oui. Je dis c'est intéressant ce que vous dites là. Oui, parce que les boulangeries aujourd'hui, il y a deux phénomènes qui se produisent. Le produit a baissé, le produit que consomment les boulangers ont baissé de 25%. Le sac de farine a baissé également dans le même ordre. De 18 000 aujourd'hui, le sac de farine est à moins, il y a 4 000 francs de baisse. Donc le pain aussi doit baisser. Très bien. Une baisse généralisée. Voilà. Très bien. Voilà. Soirée. Je vous remercie, Mamadou. Moi, je fais un peu du coq à l'âne parce qu'on était en train de parler d'électricité. On est revenu sur le pétrole. La question que je voudrais poser, c'est que j'ai lu tout récemment une intervention du ministre de l'Énergie qui disait que le système d'exploitation de Sénélec n'est pas compatible avec les règles du Code des marchés publics. C'était le 15 février dernier. Le lendemain, le secrétaire général de la Sénélec a fait à peu près la même sortie pour dire que le Code des marchés publics ne favorise pas Sénélec et qu'il y a des pertes d'argent énormes. Moi, la question que je me suis posée, c'est que est-ce que réellement la racine du mal, c'est le Code des marchés publics? Est-ce que réellement, ce n'est pas plutôt la loi d'orientation 98-29 qui consacre la Sénélec société anonyme à participation publique majoritaire et qui de facto le met dans le champ du Code des marchés publics? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas temps de revoir un tout petit peu cette loi d'orientation pour permettre à une société comme la Sénélec de sortir justement de ces contraintes-là et de pouvoir répondre rapidement aux problèmes dont il fait face actuellement? Très bien. Samb, oui, Sissoko. Samb, c'est juste après. Monsieur le ministre, avec le nouvel aéroport de Diass, en fait, nos camarades travailleurs de la SMCADI ont des inquiétudes, puisque nous voyons que l'aéroport déjà augmente sa cadence vers la finition des travaux, alors que le site pétrolier, normalement, qui devait être sur place, qui devra avitailler les avions, n'est pas encore visible à nos yeux. Et quel est le futur même de cette plateforme qui, normalement, doit exister à côté de l'aéroport pour avitailler les avions? Donc nous avons d'énormes inquiétudes. En son temps, vos prédécesseurs nous disaient que ça allait être construit, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de visibilité, en tout cas, sur cela. Très bien. Au niveau des éclaircissements. Merci. Merci. Il y a un autre qui veut prendre la parole parmi le public. Oui, derrière, un étudiant de l'IST, oui. Levez-vous, oui. Merci de m'avoir mis la parole. Je m'appelle Daouda Mané, je suis élève ingénieur en 5e année à l'Institut des sciences de la Terre. Monsieur le ministre, on sort de la COP 21 et ce qui est sûr, ce n'est plus le moment du pétrole. Le moment du pétrole est dévolu, bien que je suis géologue. Et là, j'ai un schéma illustrant bien le mix énergétique que vous avez évoqué tout à l'heure.
Bon, je vous le présente. Il y a d'abord, j'ai peaufiné une carte du Sénégal avec au nord l'éolien, le nord-est, l'hydroélectrique, le centre, l'énergie solaire, et là, sur la côte ouest, l'énergie marémotrice. Et donc, vu que les coûts du baril du pétrole est en ce moment à $30, est-ce qu'il vaut la peine de se focaliser sur cette énergie-là? Je suis géologue, évidemment, mais bon, géologue comme le président de la République. Comme le président de la République. Mais il y a en tout cas, il y a urgence à se poser cette question. Très bien. Monsieur le ministre, il se représente un autre Sénégal. C'est intéressant. Hein? Oui, rien que sur ce point, on aurait pu passer des heures. Hein, parce que entre les gens s'imaginent qu'on a du soleil à volonté et qu'on devrait peut-être bâtir toute notre stratégie d'abord sur le soleil. Mais techniquement, cela est impossible, parce que le soleil n'est disponible que de jour. Et en l'état actuel des technologies, les capacités de stockage qu'il faudrait pour pouvoir construire à partir du solaire et produire nuit et jour amènerait le prix du kilowattheure bien au-delà de ce qu'on aurait produit, de ce qu'on aurait eu avec le thermique, même si le baril du pétrole était à $100 par exemple, ou à 150, ce qui était le cas il y a 2 ans. Et malgré tout, le solaire était encore beaucoup plus cher. Le solaire comme base. Le solaire en l'état actuel des technologies. Je sais que beaucoup de gens qui nous regardent, ou beaucoup d'autres vont dire que non, ce qu'il dit, ce n'est pas tout à fait ça, etc. J'ai eu ces débats avec des étudiants sénégalais au Canada, à Montréal. Et je les vois sur Internet souvent toujours polémiquer. Je dis, en l'état actuel des technologies, le solaire ne peut pas nous permettre d'assurer comme base en se passant de toutes les autres technologies. C'est pourquoi on parle d'ailleurs de mix. Oui, il a parlé du soleil, il a parlé de l'éolienne, il a parlé de... J'ai visité récemment, j'étais récemment à l'inauguration d'une centrale éolienne, quelque part dans le monde, sur la capacité maximale qui était prévue. Au moment où on l'inaugurait, il n'y avait que le tiers qui était produit, parce que le vent n'était pas au rendez-vous. Le Sénégal qu'il décrit n'est pas le vôtre. Je suis en train de vous dire que en l'état actuel, dans tous les pays du monde, il y a une base qui est soit thermique, soit charbon. Et les pays qui se battent le plus pour que les autres aillent au renouvelable, à juste titre, ont pour base aussi le charbon ou le thermique ou le nucléaire. Mais c'est un grand débat et je ne voudrais pas m'y éterniser. Disons que le mix qu'on fera sera un mix qui sera parfaitement bien dosé et qui prendra en compte les meilleurs coûts et la disponibilité. Parce que pour aujourd'hui, pour des pays pauvres comme les nôtres, il faut un prix de l'électricité, il faut une électricité disponible à faible coût pour que le tailleur qu'on a vu tout à l'heure ou le menuisier métallique qu'on a vu tout à l'heure puisse avoir tout le temps l'électricité à un prix compétitif. C'est la question de Cheikh Diop. Pourquoi le prix de l'électricité ne baisse pas? M. Cheikh Diop a beaucoup parlé. Je m'attendais à ce soit peut-être pour lui, M. Ndiaye, qui pose les problèmes de la baisse du farine, du pain, etc. Mais Ndiaye a parlé des guerres au Biafra, je vais y revenir. Mais au jour d'aujourd'hui... Parlons des prix. Je vais y venir. Ici à Dakar, on a l'électricité, on demande à ce qu'il y ait baisse, à juste titre peut-être. Les paysans qui sont dans le monde rural n'ont pas encore l'électricité. Ou certains d'entre eux ont l'électricité à 3 fois plus cher qu'à Dakar. J'ai suivi le reportage ce matin ou hier de Sud FM sur une station concurrente à la vôtre. C'est pas grave. Des paysans de l'intérieur du pays qui paient 3 fois plus cher l'électricité. Parce que je voulais qu'on aborde cette question dans la phase où on parlera d'électrification rurale. Allons-y, mais la baisse, autant le monde rural le veut, le souhaite, et il en a droit, autant aussi ici, le monde urbain veut une baisse du prix de l'électricité. Est-ce que cela est possible? On va baisser probablement le prix de l'électricité dans les prochaines semaines, les prochains mois, on verra. Ah oui? Cette question, ça va baisser? Non, attendez, monsieur Mamoudou. Vous ne voulez pas donner votre parole? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer parce que c'est une séance d'explication, question-réponse. Les Sénégalais aimeraient bien savoir s'il y aura une baisse du prix de l'électricité. Vous voyez les personnes qui sont plaintes de ce que... Et je vous ai dit que le câble est en panne. On a à Dakar, au-delà de la production,
L'électricité, c'est quoi? C'est on produit, on transporte, on distribue. On produit dans des centrales, on transporte par des lignes à haute tension, on distribue dans des quartiers. Les coûts finaux, ce n'est pas seulement le coût de production. Il y a le coût du transport. Qu'est-ce qui fait qu'on a encore des difficultés à avoir un coût final, y compris le transport et la distribution qui soit assez faible, très compétitif? C'est parce qu'on a un réseau de distribution et de transport qui est dans un état qu'il faut beaucoup améliorer. Il y a des zones du pays où vous n'avez rien, c'est le désert. Il y a des zones du pays où vous avez un réseau très localisé. Je prendrai par exemple Médina Yoro Fula ou Tambacounda. Vous avez une centrale secondaire qui est là, très vétuste, où le seul coût de production, le seul coût du combustible n'est pas couvert par les factures d'électricité de l'ensemble des abonnés de la zone. C'est-à-dire que quand la centrale produit et distribue dans des abonnés, rien que le combustible n'est pas couvert par les factures. Alors, et vous avez des centres secondaires comme Goudiri où vous avez l'électricité de 19h à 24h, ça s'arrête. L'effort qu'il faut faire, me semble-t-il, les ressources qu'on est en train de générer, plutôt que de toujours les consacrer à une partie du pays, toujours la même, les citadins qui ont accès au plateau et qui peuvent protester, etc. Il faut aussi étendre cet effort de solidarité et de partage vers l'intérieur du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mobiliser les ressources. Oui. D'abord, l'électrification urbaine. Oui. Je vous parle de Goudiri, je vous parle de Tamba. Oui. On a des coûts de production de Sénélec ou des qualités de services qui sont très en deçà de ce qu'il en est à Dakar. Mais ensuite et surtout, après, on a une bonne partie du Sénégal où les gens, vous les entendez sur les radios marcher, manifester, dire depuis 50 ans, on n'a pas l'électricité. On n'a même pas l'électricité, on n'a même pas de câble. Ces personnes, ces citoyens sénégalais ont aussi droit à l'accès à l'électricité. L'effort qu'il faut faire pour les ressources dégagées doivent aussi permettre à amener l'électricité là-bas, à faire accéder à ces personnes à l'électricité. On est bien d'accord. Mais le constat aussi, c'est que nous achetons l'électricité très chère. Est-ce qu'il y aura une baisse, monsieur le ministre? Très cher, c'est quoi? L'électricité coûte cher au Sénégal. Coûte cher relativement. Ou bien votre facture n'est pas chère, monsieur le ministre? Même si ça coûtait 50 francs, je trouverais que les Sénégalais ont le droit de demander à ce que ça coûte 20 francs. Absolument. Mais au jour d'aujourd'hui, oui, honnêtement, ce qu'on est en train de faire, Sénélec ne fait 0 francs de bénéfice. C'est la première fois, c'est la première année d'ailleurs. L'année dernière, ils ont fait moins de 200 millions. Cette année, ils ont fait un bénéfice. C'est ça la vérité, M. Khan. Oui, mais a priori, le Sénélec d'ailleurs n'est pas là pour faire des bénéfices. Hein. Non, mais c'est surtout de fournir de l'électricité de qualité et à moindre coût. C'est surtout ça, sa mission fondamentale. Et moindre coût, ça veut dire déjà qu'on arrive à équilibrer. Si on fait la subvention, si comme jusqu'ici on a fait par compensation, c'est-à-dire qu'on prend l'argent des Sénégalais, de tous les Sénégalais, y compris celui qui n'a pas l'accès à l'électricité, qu'on prend l'argent qu'il a payé parce qu'il a payé du pétrole ou parce qu'il a payé des médicaments ou parce qu'il a payé d'autres services où il y a la TVA ou parce qu'il a payé son impôt. Ces personnes qui n'ont pas l'électricité, on prend leur argent, on compense avec les gens qui ont l'électricité. C'est comme ça que ça fonctionne jusqu'ici. Donc il est normal aussi qu'on pense à ces personnes. C'est là le PUDC, c'est là l'électrification rurale, mais on va aussi arriver au moment où effectivement il faut soulager. Je ne suis pas en train de dire que les populations urbaines ne souffrent pas ou... Il faut soulager. On a déjà amélioré la qualité des services, les choses les unes après les autres. Très bien. Il nous reste 3 petites minutes sur la Sénélec parce qu'il y a l'histoire des... Vous voulez qu'on parle de on va en parler. C'est pour épuiser le sujet Sénélec. Soirée a posé le problème du code des marchés, des procédures de passation des marchés. Oui, oui, allons-y. Toutes ces questions mériteraient large temps, mais j'ai dit l'exploitation de Sénélec simplement. Oui. Évidemment, si Sénélec avait notre statut, ce serait beaucoup plus facile pour eux. Mais l'exploitation de Sénélec, ça veut dire quoi? On n'est pas en train de dire que leur plan d'investissement, leurs projets, etc. devraient être soustraits du code des marchés publics. Il n'y a pas de problème particulier a priori, même s'il peut y avoir des lourdeurs. Mais l'exploitation, c'est un groupe est en panne. Un groupe qui fonctionnait tout à l'heure tombe en panne. A priori, on ne sait pas quelle pièce va tomber en panne, ou quel câble va se couper, ou quel poteau va tomber. Alors, le groupe tombe en panne, on diagnostique, on voit que c'est une pièce. Cette pièce n'est pas au magasin. Parce que s'il fallait disposer de toutes les pièces de la centrale au magasin, on aurait le coût de la centrale au magasin, ce qui n'est pas économiquement faisable.
Alors à partir de ce moment, il faudrait qu'on puisse acheter cette pièce rapidement dans les heures et remettre. Sinon, l'immobilisation de cette centrale-là coûtera en location ou en système de substitution, coûtera beaucoup plus cher que ce qu'on perdrait même si on achète la pièce chez le plus cher sur le marché. Mais là, il faut suivre des procédures, demander des... Oui, pour lui, ce n'est pas un problème de procédure, mais de loi d'orientation. Non, lui, il a suggéré une autre solution. On aurait dû soustraire Sénélec, il dit, du code des marchés en n'en faisant pas une entreprise publique. Oui. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Et je pense que ce n'est pas si mauvais. L'exploitation de Sénélec, sur ce rapport-là, c'est une partie assez... Sénélec ne sera pas privatisé. Le gouvernement n'est pas dans cette dynamique. Mais Sénélec, je ne veux pas entrer dans des débats sémantiques, mais Sénélec fonctionne comme une société privée. Il a un conseil d'administration, un directeur général qui travaille sans que le ministre ne le contraigne à faire quelque chose, ou l'État en particulier. Il travaille comme une société privée, tout comme vous. Biafra, Adama Ndiaye, la malédiction du pétrole, qu'est-ce qui pourrait préserver le Sénégal de cette malédiction du pétrole? Chaque cas peut être un cas d'école. Je souris souvent parce que Biafra, vous savez très bien, au départ, c'était l'intervention des puissances étrangères pour casser les géants nigérians. Ça n'a rien à voir avec le pétrole. C'est parce qu'il y avait le pétrole non, aussi. C'est parce que... Le pétrole attire, comme le sang attire les fauves. Je ne vais pas nommer des puissances étant ministre du gouvernement du Sénégal, mais vous savez très bien que le Biafra, c'est parce qu'on a dit que le Nigeria va être un géant. Parce que c'est au moment de l'indépendance du Nigeria, c'était l'un des rares pays africains qui disposait de cadres en grand nombre et de cadres formés aux meilleures universités du monde, d'une armée structurée. Et certains pensaient qu'ils vont bouffer les pays francophones d'à côté. Ce n'est pas pour rien que certains pays d'ailleurs avaient servi de base arrière à l'attaque contre le Biafra. Donc c'était une géopolitique mondiale d'abord, et ensuite d'autres questions connexes. Que le Nigeria ait le pétrole et qu'il soit d'autant plus redoutable de ce fait est une chose. On peut prendre les autres pays au cas par cas. Mais ce qui importe encore une fois, pour le Sénégal, je dis, nous devons avoir confiance. La première des choses, tant qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes et en notre avenir, on n'ira pas loin. Les pays qui ont pu produire, je parlais tout à l'heure de Dubaï ou de Singapour, parce que c'est les pays où on a montré ce que l'audace humaine peut faire. On a vu à côté de Dubaï, il y a des gens beaucoup plus riches, des pays beaucoup plus riches. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont une vision. On dit, on prend ce qui se fait au meilleur au monde, ce dont les gens du monde entier ont besoin. On l'implémente ici, on produit des services, l'intelligence, la technologie, et les gens vont venir. Singapour, c'est un peu comme ça, parce qu'ils ont eu l'audace. Et parce qu'ils n'ont pas dit qu'avec ce pétrole, c'est le malheur. Qu'on ferme dans des coffres ou qu'on en fait des etc., etc. Ils ont eu l'audace. Nous devons avoir l'audace. Nous avons un pays solide, avec des institutions solides. Dans un environnement où il y a eu des guerres, des coups d'État, nous avons su résister malgré notre pauvreté. Alors, il faut regarder l'avenir avec conviction. J'entends trop souvent ce mot. Je me dis, mais de quoi on parle? Est-ce que finalement, nous, Africains, on doit avoir peur d'être riches ou d'avoir des ressources? Parce que j'entends trop souvent, alors que la réflexion d'aujourd'hui, c'est justement si on va éviter ça. C'est de faire des propositions sur la table pour comment avancer. Ok. Lassar, qu'est-ce qui vous empêche d'être jugé, monsieur le ministre? La question de Cheikh Diop, et on termine par là, en 30 secondes. Mais vraiment, cette question, je préfère ne pas répondre sur un plateau parce que vous savez très bien que quelle que soit ma volonté de transparence aussi, il n'y a rien, absolument rien. Je peux vous le dire aussi là, les yeux dans les yeux, monsieur Diop, il n'y a absolument rien de flou, etc., etc. Rien. Il n'y a pas de lobby. Moi, il n'y a pas de lobby derrière. Vous voulez dire, est-ce que votre question... C'est sa question. Sa question, est-ce que moi... Il dit même qu'il soupçonne. Je dis, votre question, est-ce que moi, des lobbies m'ont contraint d'aller dans un sens ou dans un autre? Je vous laisse apprécier. Parce que si je vous répondrais que non aussi, si vous ferez votre choix, mais en tout cas, personne n'est venu dans mon bureau ou ailleurs ou m'a passé un coup de fil pour dire faites dans ce sens. Nous apprécions au mieux de l'intérêt du Sénégal et de l'intérêt de la SAR, M. Diop. Je vais vous permettre de dire vraiment en 1 minute, en Wolof, monsieur le ministre, nga tënk correct parce que waxu pétrole bi dafa soxal sénégalais yi ñëpp dañuy jàpp ni xalam day gën a neex comme niñ koy waxee bu ñu amee suñu pétrole dañuy gën a moom suñu bopp Sénégal dafay naat ñenn ñi ne moytu leen kat pétrole ndax bu ngeen xoolee li xew ci yenn dëkk yi pétrole lu jala moytu la
tey gi fan ngeen ci toll ak lan la sénégalais yi mën xaar ci wàllu pétrole boobu ak gaz bi. waaw fi ñu toll mooy sant yàlla d'abord ba ñu amee possibilité toll di werante ci yooyu wala di ci xalaat ndax ñu bëri ñu ngi koy ñaan amuñu ko di sant di ñaan aussi lu ñuy séntu mu nekk réalité ñu extraire ko ba commencé di ko jëfandikoo waaye li ñuy wax ci dama ni àdduna lu ko lal ak lu tax yenn nation yi yenn réew yi xeet yi di wuteeg yeneen yi mooy nu ñu amee audace xool ci kanam ak jéem a fexe li gën ci seeni askan ak ñeneen ñoo xam ne xëy na ñoom lu yëngu rek ñu tiit dama ni am na ci àdduna bi ñu bëri ñoo xam ne alal bu ñu am ëpp na bu par exemple Dubaï wala Singapour mu doon am Singapour ay xeer la woon ak port Dubaï gis nañ ko 71 bu télévision dina ko wane souvent ay xeer la woon waaye tey jii ci seen xarañ ak seen gis-gisu àdduna ak seen wóolu seen bopp ak wóolu ëllëg lu ñu liggéey donc ñun ñoo war a tànn lan la ñu bëgg a gis bañ a rek xalaat comme niñ wala tiit comme niñ daan tiite démb boo gisee géej ñu naan noo ay jinne ñoo fa nekk ak ay rab yu xeetu rab yu ne ñoo fa dënd temuñu ñun jéemuñu xool sax lan moo nekk ci géej gi ñeneen ñu dugg ci géej gi jóge fa defar ay gaal xam ne lan mooy yan loi yan règle ñoom ñooy gérer géej jël ay gaal defar ñu fekk si ñu fii noot ñu dugal ñu ko ay gaal yóbbu géej ñun ñoo xam lan la ñu bëgg est-ce que dañu bëgg a tënku rek ci ay tiitaange ak ay bañ a gëstu wala est-ce que dañu war a wóolu suñu kattan ak suñu askan ak suñu xam-xam xam ne réew mi mënoon na fi gën a jafe parce que lu ñu wër yëpp ñu ci gën a bëri ëpp ñu leen am ëpp ñu leen kattan ëpp ñu leen pas-pas waaye am na lu tax ñun ñu taxaw di dox ànd ak démocratie di am alternance dara lu ñaaw amu fi alors que am na ñu ñuy envier loolu nañu def ëllëg ñooñu envier ñu lu ñu am li ñu gëm ñu ci lu ñuy dox man loolu laa wax ci mbir boobu loolu tax képp kuy wax ay malédiction daf may ree parce que man comme je dis souvent je préfère de toute façon les problèmes de riches à des problèmes de pauvres. Très bien, c'était le ministre de l'énergie et du développement des énergies renouvelables Thierno Alassane Sall, invité des affaires de la cité. Merci tonton Maka, à toute l'équipe technique. Oui. J'ai un regret, hein? On n'a pas parlé d'électrification rurale Très du bien, tout. Hein? ce sera une prochaine fois. Vous avez eu 90 minutes pour en parler. Mais vous avez posé vos questions. Merci à toute l'équipe technique. Hein? Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. À très bientôt pour le prochain numéro.